Donc, nous allons maintenant commencer la présentation, compte tenu là, qu'on est conscient du temps précieux de tout le monde. Merci de passer votre heure de lunch avec nous pour ceux qui le font. Donc, comme c'est ça, vous le savez, le sujet de la présentation aujourd'hui est de vous présenter les nouvelles dispositions de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, plus communément appelé jusqu'à maintenant le projet de loi 42. Donc, mon nom est Ariane Bouchard, je suis associée au sein du groupe de droit du travail et de l'emploi ici au bureau de Denton du Montréal. Je suis accompagnée aujourd'hui par ma collègue Maître Sarah-Émilie Dubois, qui est avocate principale au sein de notre même groupe, de notre équipe. Donc, il me fait plaisir là, de vous présenter cette formation sur les nouvelles dispositions du projet de loi 42. Donc, sans plus tarder, on va y aller sur les sujets un peu plus substantifs. Donc, au niveau du plan de la présentation, bon, premièrement, on va très brièvement faire une petite introduction là, sur le contexte et l'objectif de la loi. Ensuite, on va parler des principaux amendements introduits par la loi. En fait, on a divisé la présentation là, en 3 lois principales qui sont modifiées. Donc, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la LTMP, la LNT et la loi sur la santé et sécurité au travail, pas nécessairement dans cet ordre-là. Ensuite, on va conclure avec c'est quoi les principaux impacts de ce projet de loi-là pour les de cette loi maintenant pour les employeurs et conclusion et période de questions. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, au niveau du contexte et des objectifs de la loi, bon, cette loi a pour objectif la prévention et la lutte contre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel au travail. La manière dont elle s'y prend pour le faire, c'est une loi qui est modificatrice, donc c'est pas une nouvelle loi, là, dans le fond, qui est introduite, qui va être une stand-alone loi, là, si je peux le dire comme ça, pardonnez-moi l'anglicisme. Ça va plutôt venir modifier plusieurs lois, donc comme on disait, la LSST, la loi sur les normes du travail, la LATMP, aussi le Code du travail, la loi sur l'encadrement du travail des stagiaires, mais nous, aujourd'hui, on se concentre sur les 3 premières. Ce qu'on a remarqué aussi, nous, en étudiant la loi, c'est que on sent vraiment un souci du législateur de venir imposer une plus grande cohérence dans la législation en matière de santé, sécurité au travail et de normes du travail. Un point qui est intéressant là-dessus, c'est que dans la plupart des autres juridictions, notamment les autres provinces canadiennes, le sujet du harcèlement psychologique et de la violence au travail sont des sujets qui vont être abordés plus dans une perspective de santé, sécurité au travail. Historiquement, au Québec, avec les dispositions dans la loi sur les normes du travail qui sont en vigueur depuis le 1er juin 2004, donc on fête bientôt le 20e anniversaire, ça avait plus été introduit comme un sujet de normes du travail avec des plaintes, par exemple, qui étaient des plaintes en matière, qui étaient entendues par la division des relations de travail au tribunal administratif du travail et tout. Puis c'est un sujet qu'on traitait moins d'une perspective de santé-sécurité. On sent vraiment, avec la réforme notamment là, de la loi en matière de la législation en matière de santé-sécurité, puis maintenant avec cette loi-là, une volonté du législateur de venir introduire ce sujet-là également dans la législation en matière de santé-sécurité, puis de rendre les deux corpus législatif là, vraiment plus cohérent à ce niveau-là. Donc, c'est ça, comme on le mentionnait, là, les principaux amendements qu'on va discuter aujourd'hui sont ceux de la LSST, la LNT et la LATMP. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à ma collègue pour les dispositions sur la LSST. Donc, concernant les modifications au niveau de la loi sur la santé et la sécurité du travail, la première modification qu'on va discuter aujourd'hui, premièrement, avant de débuter, je voulais juste vous préciser là, que nous, on a comme 2 écrans géants devant nous. Donc, si on a l'air de regarder à gauche ou à droite, la caméra est dans le milieu, mais si on regarde la caméra, on regarde rien. Donc, ça se peut que vous ayez l'impression qu'on regarde n'importe
Donc, la première modification, c'est au niveau de la LSST, c'est l'introduction d'une nouvelle définition, soit la définition du terme violence à caractère sexuel. Celle-ci se lit comme suit: toute forme de violence visant la sexualité ou toute autre inconduite se manifestant notamment par des gestes, des pratiques, des paroles, des comportements ou des attitudes à connotation sexuelle non désirée, qu'elles se produisent en une seule occasion, de manière répétée, ce qui inclut la violence relative à la diversité sexuelle ou de genre. Cette introduction-là de cette nouvelle définition vise en fait là, la poursuite des changements législatifs qui ont été apportés en 2021 par la loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail, qui avait introduit l'obligation là, à l'article 51 à l'obligation générale des employeurs de prévenir, de faire cesser la violence à caractère sexuel. À l'époque, il n'y avait pas de définition. Donc, on vient clarifier le sujet. C'est une définition qui est importante car au niveau, là, qu'on va voir un petit peu plus loin dans la présentation, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles fait directement référence à cette modification-là, donc à cette définition-là. Donc, dans son introduction, dans ses définitions, elle cite, là, elle réfère directement à la définition contenue à la LSST. Au niveau de la loi sur les normes, on y fait aussi référence, notamment à l'article 97.1 qu'on va discuter un peu plus loin, là, qui porte sur les clauses d'amnistie. Le concept là, qui est introduit ici, là, donc c'est intéressant au niveau de la concept de violence qui a été introduit en 2021, a été introduit tardivement, donc comparativement aux autres législations. À titre d'exemple, en Ontario, les employeurs ont l'obligation de protéger les employés là, contre la violence et le harcèlement depuis 2010. Cette définition-là, comme on peut la voir, elle se veut volontairement large. On veut ici, là, on veut pas compromettre l'objectif principal de la LSST, qui est la prévention du harcèlement psychologique, la prévention des lésions professionnelles qui peuvent notamment là, constituer là, la définition d'harcèlement psychologique n'est pas une définition qui est contenue dans la LSST, mais la violence à caractère sexuel peut être constituée là, du harcèlement psychologique. Donc, on garde cette définition qui est d'une manière très large. Elle inclut, comme on peut le voir, toutes les inconduites qui sont relatives à l'orientation sexuelle et de nature sexiste. Sa portée est beaucoup plus large que la notion d'harcèlement psychologique qui est contenue à la LNT, car un seul geste peut être constitué de la violence à caractère sexuel, peu importe là, la gravité. Là. Alors là, que si on regarde la notion à l'article 81.18 d'harcèlement psychologique à la loi sur les normes du travail, je vais vous lire là, un petit extrait là, pour qu'on fasse une comparaison. Donc, pour l'application de la présente loi, on entend par harcèlement psychologique une conduite vexatoire se présentant soit par des comportements, des paroles, des actes, des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne salariée qui entraîne pour celle-ci un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite qu'elle se manifeste par une telle parole, de tel acte ou de tel geste à caractère sexuel. Et là, on précise, une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte atteinte à une telle atteinte ou produit un effet nocif continu sur la personne salariée. Donc, on peut directement voir que nous, dans la nouvelle définition de violence à caractère sexuel, on n'a pas cette notion-là là, de geste grave. Là. Donc, on précise seulement qu'un seul geste peut constituer. Évidemment, là, cette nouvelle définition élargit les obligations des employeurs à ce qui a fait la protection de la santé et de la sécurité du travail. Pour conclure sur cette
cette nouvelle définition-là. C'est important de noter là, que c'est une définition qui est très semblable à celle de la violence à caractère sexuel qu'on retrouve dans la loi visant à prévenir et à combattre la violence à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur, qui a été adoptée en 2017. Donc, il peut y avoir certaines comparaisons là, qui peuvent être faites, là, considérant là, que les objectifs là, peuvent être, dans certaines circonstances, se retrouver. Prochaine modification, toujours en vue de poursuivre les changements législatifs apportés en 2021 par la loi que je vais appeler la LMRSST, qui avait introduit, là, comme je viens de vous dire, l'obligation de faire cesser et de prévenir la violence à caractère sexuel. On ajoute un nouveau pouvoir réglementaire qui permet spécifiquement à la CNSST de prévoir toute mesure devant être prise par un employeur pour prévenir ou faire cesser une violence à caractère sexuel. D'un autre côté, on ajoute également l'obligation corollaire là, à l'article 51, là, qui est l'article de l'obligation générale des employeurs, l'obligation des employeurs de mettre en œuvre les moyens identifiés par ce règlement. Il est à noter qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a aucun règlement qui a été adopté pour le moment et qu'il y a quand même une disposition qui prévoit que si la CNESST n'en élabore pas un, n'en adopte pas un avant le 27 mars 2026, le gouvernement se réserve là, le pouvoir de l'élaborer à sa place. Encore une fois, ici, on a un élargissement des obligations de l'employeur. Donc, on va avoir des possiblement, éventuellement, si le règlement est adopté, des mesures concrètes qui vont devoir être prises par les employeurs en vue de prévenir la violence à caractère sexuel. Donc, avec le temps, on va voir c'est quoi, sous quelle forme là, pourront revêtir ces mesures-là. On peut aussi faire, encore une fois, un parallèle avec la loi visant à prévenir et à combattre la violence à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Il y a un guide qui a été élaboré par le gouvernement, là, qui s'appelle Guide d'accompagnement, élaboration de la politique prescrite par la loi visant à prévenir et à combattre la violence à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, ça peut être, ça pourrait là, guider, là, être une petite piste de dérapage, là, de début là, pour pouvoir là, débuter et vous dire quelle méthode vous devriez là, mettre en œuvre là, au sein de votre établissement. Évidemment, il y a certaines modifications qui doivent être prises en compte considérant là, que c'est dans des établissements d'enseignement. Ensuite, au niveau prochaine modification, avant qu'on embarque au niveau des modifications de la loi sur les normes du travail, c'est porte précisément sur le mécanisme de prévention. Comme vous le savez déjà, en vertu, oui, je vous l'annonce aujourd'hui, en vertu de la loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail, à compter du 1er octobre 2025, tous les employeurs d'un établissement de 20 travailleurs et plus devront élaborer et mettre en place un programme de prévention, alors que les employeurs d'un établissement de 20 travailleurs et moins, eux, de leur côté, devront mettre en place un plan d'action. Dans le cadre de cette nouvelle obligation qui a été apportée par la MLR-SST, les employeurs devront notamment procéder à l'identification et pour ce qui est des employeurs de 20 établissements et plus, ou également à l'analyse des risques pouvant affecter la santé des travailleurs dans l'établissement, notamment les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et un ajout qui avait été instauré là, par la LMR-SST, psychosociaux liés au travail. On précise là, on précise ici dans la loi qui nous concerne que le terme psychosociaux inclut spécifiquement la violence à caractère sexuel. Donc, les employeurs, à compter du 1er octobre 2025, vont devoir, là, dans le cadre
l'élaboration de leur programme de prévention et du plan d'action, prendre en compte la violence à caractère sexuel. On a également une autre modification qui concerne l'incorporation de la politique en matière d'harcèlement psychologique ou sexuel dans le programme de prévention ou le plan d'action. Donc, cette politique-là va devoir absolument faire partie soit du plan d'action et du programme de prévention. Ainsi, si un employeur n'élabore pas de politique en matière d'harcèlement psychologique, on va discuter dans quelques instants, c'est mes collègues qui vont en parler, l'employeur se retrouve en dérogation autant au niveau de la loi sur les normes du travail que la loi sur la santé et la sécurité du travail. Exactement. Donc, comme Sarah-Émilie l'a mentionné, moi, je vais vous entretenir des dispositions qui viennent modifier la loi sur les normes du travail, notamment la politique en matière de harcèlement qu'on va discuter dans quelques minutes. Tout d'abord, c'est ça, le premier, dans le fond, ce qu'on vient voir, l'idée générale, comme pour les autres lois qu'elle vient modifier, ça vient un peu élargir les obligations de l'employeur en matière de situation de harcèlement et également de violence. Donc, le premier changement qu'on voit, c'est que ça vient inclure les tiers dans les obligations. Puis ensuite, il y a aussi un changement d'appellation du titre de la politique là, pour miser sur une plus grande proactivité. Donc, on va voir ces changements-là par an. Donc, au niveau du changement, sur le fait qu'on vient ajouter les tiers, pour moi, c'est pas vraiment un changement. C'était quelque chose qui avait déjà été bien établi là, dans la jurisprudence. On vous inclut 3 décisions, là, mais il y en a beaucoup plus que ça, comme quoi, dans le fond, l'employeur, parce qu'il y a des employeurs, effectivement, qui en défense à une plainte d'harcèlement psychologique, vont venir dire, c'est pas mes employés qui ont harcelé l'employé, par exemple, donc ma responsabilité peut pas être engagée, parce que en matière d'harcèlement psychologique, là, c'est ça peut-être juste pour faire un petit pas en arrière là, pour s'assurer de la bonne compréhension de tous. La loi sur les normes du travail prévoit que c'est l'employeur qui a la responsabilité de prévenir et de faire cesser toute situation de harcèlement psychologique. Puis s'il y a une situation d'harcèlement psychologique qui est vécue dans le milieu de travail, que ce soit un co-employé, un représentant de l'employeur ou même un tiers qui harcèle la personne, ça va être de l'employeur lui-même. La plainte va être déposée contre l'employeur lui-même. C'est l'employeur qui a les responsabilités de prévenir et de faire cesser. Puis il y avait des employeurs, c'est ça qui venait dire, si c'est pas des gens, si les gens qui sont les présumés harceleurs ne sont pas soit mes représentants ou les employés, à ce moment-là, dans le fond, ma responsabilité n'est pas engagée. Mais très vite, là, la Commission des relations de travail et ensuite le tribunal administratif du travail sont venus clarifier que de la manière que l'article sur les obligations de l'employeur est libellé, c'est assez large pour inclure dans le fond que ces gens-là sont touchés. Mais je pense que le législateur a voulu venir écarter toute ambiguïté là, en ajoutant spécifiquement, dans le fond, que ce soit un sous-traitant, un client, peu importe, là, par exemple, dans Marquez Vilo contre la compagnie à numéro, là, la décision rendue en 2020, c'était le propriétaire de l'immeuble, par exemple, où était situé le restaurant qui alléguait, qui harcelait la salariée, apparemment, en train de déposer contre l'employeur. Par exemple, dans une situation comme ça, c'est clair que c'est la personne que c'est visé puis que l'employeur a l'obligation positive de la même manière quand il est informé de la situation, de la même manière que s'il est informé que c'est un de ses employés qui harcèle, de prendre des moyens pour faire cesser, mais aussi pour prévenir. Puis c'est important. Dans le fond, on va le voir là, dans l'élaboration de la politique. Faut en prendre compte. Fait faut le mentionner notamment dans notre politique. Donc, on peut pas juste dire l'employeur ne tolérera pas d'harcèlement de la part de ses employés. Si on fait ça, on risque d'avoir une politique qui n'est pas assez large. Ensuite, c'est ça, au niveau de la politique elle-même, qui s'appelait la politique de prévention et de traitement du harcèlement psychologique, on est venu vraiment, premièrement, modifier le titre de la politique pour venir mettre plus l'accent sur vraiment la prévention puis la prise en charge, démontrer que c'est pas juste une politique de gestion des plaintes, mais vraiment une politique
global que les employeurs doivent adopter. Pour moi, c'est un changement qui est un peu sémantique peut-être, mais qui quand même vient traduire l'intention du législateur là, de vraiment s'assurer que les employeurs soient très proactifs, dans le fond, à ce niveau-là. Donc, on est aussi venir établir un contenu obligatoire que les politiques d'harcèlement psychologique devaient avoir parce que, dans le fond, ce qu'on pouvait constater nous-mêmes en tant qu'avocat de pratique privée, en pratique, je suis sûre que le tribunal administratif constatait probablement la même chose, c'est qu'il y avait quand même, c'était très inégal, là, par exemple, au niveau des politiques de harcèlement qu'il pouvait y avoir d'un employeur à l'autre. Il y en avait certaines qui étaient beaucoup plus exhaustives, beaucoup plus complètes, puis d'autres que c'était très sommaire quand même, ce qui était prévu. Puis on se disait, bon, un salarié avec cette politique-là, c'est peut-être un peu incomplet. Donc, en ce moment, là, jusqu'en septembre 2024, ce qui est obligatoire, c'est que une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement. L'employeur doit avoir en place une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes qui inclut, entre autres, un volet concernant des conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel. Donc, tout ce qu'on voit, c'est prévention, il faut qu'on ait un mécanisme de traitement des plaintes, mais on n'avait pas plus de détails au niveau de qu'est-ce que ça devait inclure. Là, on va vraiment plus dans le détail. Dans le fond, ce qu'on va dire, c'est il va falloir, premièrement, qu'on ait des méthodes et des techniques qui sont utilisées pour identifier, contrôler et éliminer les risques de harcèlement psychologique. Ça, je trouve qu'on se rapporte aussi, on s'inspire beaucoup de la législation en matière de santé et sécurité au travail, là, avec cette obligation-là. C'est pas quelque chose qu'on voit en matière de nombre du travail fréquemment, mais en matière de harcèlement, Sarah, je pense que c'est un langage avec lequel vous êtes très, très familier quand même. Ensuite, il va falloir que la politique vienne définir c'est quoi les programmes d'information et de formation en matière de prévention du harcèlement psychologique qui sont donnés par l'employeur. Donc, par exemple, quel type de formation, qui va donner cette formation-là, on va la donner à quelle fréquence, comment on va s'assurer que tous les nouveaux employés la suivent et tout, ça va devoir être défini dans la politique. Ensuite, il va falloir qu'il y ait aussi, parce que un des grands terreaux au harcèlement, c'est lors des activités sociales organisées par l'employeur. C'est clair dans la jurisprudence que c'est inclus dans le milieu de travail, mais c'est pas nécessaire. Parfois, les règles qui sont applicables quand on est dans notre 9 à 5, là, si on peut dire ça comme ça, dans les murs du lieu de travail, deviennent un peu plus flous peut-être. Quand on est dans une activité sociale, 5 à 7, dîner de retraite, choses comme ça organisées par l'employeur. Donc, on va demander qu'il y ait des règles vraiment spécifiques qui viennent encadrer comment les gens doivent se comporter dans ces activités sociales-là pour essayer de venir baliser ça un peu plus. Ensuite, on va avoir les modalités qui vont être applicables lors d'une plainte à l'employeur. Donc, à qui doit être faite la plainte, comment ça doit être déposé, les délais. Là, évidemment, il y a le délai prévu par la loi là, qui est 2 ans. Aussi, après ça, bon, est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce que l'employeur va faire sur réception de la plainte? Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, une tentative de médiation qui va être proposée? Comment on détermine l'enquêteur qui va être choisi, par exemple? Tout ce type de questions-là va devoir, Stéphanie, t'as changé juste un petit peu trop vite. Il n'y a pas de problème. Donc, ensuite, le dernier bullet de cette diapositive-là, les mesures visant à protéger les personnes subissant du harcèlement psychologique et celles qui collaborent au traitement d'une plainte aussi. Donc, par exemple, les mesures de confidentialité qui vont être prises, comment on fait pour s'assurer qu'un collègue qui vient témoigner contre un autre ne subira pas de représailles de la part de cette personne-là. Tu veux changer maintenant. Le processus de prise en charge d'une situation d'harcèlement psychologique, donc incluant le processus lors d'une enquête tenue par l'employeur. C'est pour ça que je m'avançais un peu tantôt. Je comprends pourquoi Stéphanie a changé, mais c'est ça, tout est un peu dans tout, comme on dit en bon français. Le nom des personnes désignées pour recevoir les plaintes ou les signalements, les mesures visant à assurer la confidentialité, qui pour moi aussi est liée là, au premier point de cette diapositive-là, là, donc visant à assurer la confidentialité d'un signalement, d'une plainte, d'un renseignement ou d'un document reçu, et des documents qui sont rédigés là, lors de la prise en charge d'une situation d'harcèlement psychologique. Donc, par exemple, la liste des allégations, le rapport qui va être remis, les lettres qui vont être remis aux employés impliqués dans tout ça. Donc, tout ça, comme vous le voyez, c'est vraiment assez très exhaustif ce qui va devoir être inclus là, dans la politique. Comme vous pouvez le voir aussi tout en bas de la diapositive, la date d'entrée en vigueur de
modification législative-là, c'est le 27 septembre 2024. Donc, c'était 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi. On n'est pas tout à fait, là, mais déjà presque à mi-chemin. On est à 2 mois sur 6. Nous, ce qu'on vous encourage fortement à faire, c'est dès maintenant de faire réviser vos politiques par des experts. Là. J'en profite un peu pour nous faire une plug publicitaire. À cet égard-là, on est toujours disponible, notre équipe d'avocats et d'avocates, pour vous aider dans la révision de ces politiques-là, s'assurer que ça répond non seulement à ces nouvelles exigences-là, mais aussi que ce soit bien adapté à votre milieu de travail propre à vous. Là. Les gens qui sont dans des milieux professionnels, ce sera pas nécessairement exactement le même contenu que, par exemple, que les gens qui sont dans une usine ou sur un chantier de construction ou quoi que ce soit. Donc, nous, ça va nous faire plaisir de vous aider à s'assurer que ça corresponde non seulement aux obligations légales, mais aussi aux meilleures pratiques. Fait, au niveau de la politique, c'est ça que je voulais mentionner. Le deuxième grand changement, c'est une protection contre les représailles. Donc, en ce moment, la loi interdisait d'imposer toute représaille à toute personne qui exerce un droit en vertu de la loi et notamment, était couvert là-dedans, si une personne se plaignait de harcèlement à son égard, à elle, ben là, c'était dit que soit elle exerçait le droit de déposer une plainte ou que l'employeur avait des motifs raisonnables de penser qu'elle allait le faire, ou de demander de subir de se faire offrir un milieu de travail exempt de harcèlement, elle exerce un droit à cet égard-là. La situation au sujet du tiers, par exemple, qui prenait la parole pour un autre collègue, là, si par exemple, moi je pense que Sarah Émilie vit une situation d'harcèlement au travail, puis que je vais rapporter ça, ben puis que là après ça je subissais une représailles pour ça, il n'y avait pas de protection directe qui était donnée à cet égard-là, donc le législateur est venu pallier ce petit manquement-là en disant, dans le fond, que il va y avoir une protection contre les représailles pour les personnes qui signalent une situation d'harcèlement envers une autre personne, ou aussi, moi je trouve celle-là encore plus pertinente, là, qui collabore au traitement d'un signalement ou d'une plainte. Évidemment, c'est ça, les représailles de la part de l'employeur. C'est pertinent que les politiques prévoient aussi des représailles de la part des autres salariés entre eux, mais ça, c'est pour l'employeur en soi. Donc, ça va être à penser aussi quand on fait, comme par exemple, si on veut mettre fin à l'emploi d'une personne pour un autre motif, puis que là, il faut quand même falloir penser que ça se peut que si la personne a fait un signalement concernant un collègue, par exemple, il y a une présomption qui s'applique de la même manière que si cette personne-là avait exercé un droit qui la vise personnellement. Puis ça, c'est déjà en vigueur là, depuis le 27 mars 2024. Ensuite, un autre changement que moi je trouve très pertinent, qui a été introduit dans la loi sur les normes du travail, qui est plus pertinent en milieu syndiqué, là, je vous dirais, parce que c'est en milieu syndiqué qu'on retrouve des clauses d'amnistie dans les conventions collectives. Donc, type de rappel, là, pour s'assurer qu'on soit tous sur la même page, les clauses d'amnistie, c'est des clauses qui font en sorte que le dossier disciplinaire du salarié est comme considéré ne plus exister après une certaine période. Donc, par exemple, ça va être des clauses qui vont dire, tu sais, dans la mesure où l'employé ne se fait pas imposer une autre mesure disciplinaire pour une infraction de même nature, souvent dans les 6 mois, par exemple, dans les 9 mois, où le délai n'est pas toujours le même, là, dans les 12 mois, suivant l'imposition de la mesure disciplinaire, mais l'employeur ne peut plus alléguer dans le fond, cette sanction-là là, qui a été utilisée dans le passé quand il fait sa gradation des sanctions. Un arbitre ne peut pas en tenir non plus quand il vient entendre un grief. Fait ça venait. Il y a certaines nuances, il y a certaines exceptions à ça qui s'appliquent toujours, là, comme si par exemple le salarié lui-même proactivement va venir alléguer sa bonne conduite puis dire non, moi j'ai toujours eu un comportement exemplaire et tout, alors que bon, il y a un dossier disciplinaire, c'est juste que l'employeur n'est pas capable de le mettre en preuve en raison de la clause d'amnistie. Ben là, c'est sûr que l'employeur a une déclaration dans son genre comme ça pouvait venir réagir, mais ça demeurait quand même limité. Ce que le législateur a voulu dire, c'est que afin d'assurer la protection des personnes en milieu de travail, une disposition d'une convention ou d'un décret de convention collective
pourra pas avoir pour effet d'empêcher un employeur. Puis là, c'est limité aux mesures disciplinaires liées à une situation de violence physique, psychologique ou une situation de violence à caractère sexuel. Pourra pas empêcher l'employeur de tenir compte d'une mesure disciplinaire qui a précédemment été imposée à cette personne en raison d'une inconduite relativement à l'une de ces formes de violence. Donc, même si ça fait 3 ans, par exemple, que la personne a été suspendue en raison d'une situation de violence, l'employeur va devoir en tenir compte là, de cette situation-là. Puis le syndicat pourra pas venir lui reprocher en disant, mais comme dans la clause d'amnistie, ça fait plus que 6 mois, par exemple, fait que tu pouvais pas venir en tenir compte. C'est sûr que, évidemment, je pense que ça va être quand même, tu sais, par exemple, le fait que ça fasse 10 ans, par exemple, va être un facteur pertinent au niveau de la personne s'est quand même amendée, par exemple, avec le temps et tout. On voit que c'est des événements plus isolés, là, versus si on est, la clause d'amnistie est 6 mois, puis l'événement précédent est arrivé 7 mois auparavant, puis on a un autre 7 mois auparavant et tout. Tu sais, les deux situations ne seront pas considérées de la même manière au niveau des facteurs aggravants, je dirais, mais l'employeur va être tenu de tenir compte de ces mesures-là, puis ça ne pourra pas lui être reproché au niveau de l'arbitrage des griefs. Donc, c'est quand même un changement, je vous dirais, là, que moi, je considère comme étant très, très important. Ensuite, l'autre changement que je voulais vous parler dans la loi sur les normes du travail, c'est la possibilité pour le tribunal administratif du travail, lorsqu'il conclut à du harcèlement psychologique, qu'un salarié a subi du harcèlement psychologique, de venir imposer à l'employeur de verser des dommages et intérêts punitifs à cette personne, la personne victime, même lorsque la personne souffre d'une lésion professionnelle. C'était pas possible jusqu'à maintenant parce que, comme vous le savez sans doute, le système le régime d'indemnisation des lésions professionnelles est un régime no fault. Donc, pour cette raison-là, ça venait bloquer l'imposition de dommages punitifs. Lorsqu'on concluait là, que la personne, oui, avait vécu du harcèlement psychologique puis qu'elle avait été indemnisée par la CNSST, division santé-sécurité au travail. Parce qu'on disait, c'est ça que, comme c'est un régime no fault, c'était pas possible. Mais, fait les seules situations où, par exemple, parce que la loi prévoyait déjà qu'il pouvait y avoir des dommages et intérêts punitifs qui étaient versés, mais les seules situations où le tribunal pouvait le faire, c'était essentiellement quand il y avait pas de lésion professionnelle qui avait été reconnue en lien avec les événements qui faisaient aussi l'objet de la plainte. Donc, ça venait quand même limiter beaucoup les possibilités du tribunal. Là, on est venu étendre ça parce qu'on a dit, dans le fond, la vocation des dommages et intérêts punitifs, c'est de punir, comme le mot le dit. Donc, le système de no fault. Si, par exemple, une personne a vécu du harcèlement puis que l'employeur vraiment, évidemment, il va falloir répondre aux autres critères pour se faire imposer des dommages punitifs. Là, c'est pas tous les cas de harcèlement psychologique qui vont mener à une telle condamnation, mais si on répond aux autres critères, le fait que la personne ait eu une indemnisation de la part de la CNSST ne sera pas un empêchement. Donc, Sarah, je te recède la parole parlant de la LATMP. Je vais te laisser t'étendre sur le sujet. Parlons maintenant de la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. Il y a eu certaines modifications qui ont été instaurées par cette nouvelle loi. Donc, la première est la création de 2 nouvelles présomptions de lésions professionnelles visant à faciliter la reconnaissance d'une lésion professionnelle découlant spécifiquement d'une violence à caractère sexuel, autre que dans un contexte strictement privé. On va décortiquer ces présomptions dans les prochaines diapositives. Toutefois, je précise que ces présomptions-là ne sont pas encore en vigueur, entreront en vigueur le 27 septembre prochain, donc 6 mois après l'adoption. Je pense avoir peut-être oublié de préciser au niveau de certaines dispositions, au niveau de la loi qu'on discute aujourd'hui est entrée en vigueur le 27 mars dernier. Donc, les dispositions, sauf exception, sont en vigueur. Les modifications qu'elles prévoient sont en vigueur en date du 27 mars dernier. Donc, ce qu'on a discuté aujourd'hui, si j'ai oublié de préciser la date d'entrée en vigueur, c'est qu'elles sont déjà en vigueur. On va vous envoyer, on a mis à chacune de nos diapos en bas un petit rappel des dates d'entrée en vigueur, donc vous allez avoir cette mémoire entre vos mains lors de la transmission de la présentation.
Donc, première présentation, la première présomption qui a été créée, donc que si le travailleur ou la travailleuse victime d'une violence à caractère sexuel démontre les conditions qui sont précisées dans cette présomption-là et de la prochaine, bien, ils vont être automatiquement présumés avoir subi une lésion professionnelle. Puis ça va être l'employeur qui va devoir qui va avoir le fardeau de renverser cette présomption. Donc, première présomption se constitue, en fait, se lit comme suit. Une blessure ou une maladie d'un travailleur est présumée être survenue par le fait ou à l'occasion de son travail lorsqu'elle résulte de la violence à caractère sexuel subie par ce dernier et commise par son employeur, l'un des dirigeants de ce dernier, dans le cadre ou dans le cas d'une personne morale, l'un de ses travailleurs dont les services sont utilisés par cet employeur. Donc ici, c'est une présomption qui va s'appliquer, on le voit en mauve, j'ai mis en mauve et en gras pour un petit peu attirer le regard, à la fois aux blessures et aux maladies. Elle doit absolument résulter là, vraiment du milieu de travail que j'aime dire, là, donc de l'employeur ou d'un de ses travailleurs. Là. Donc cette présomption-là ne peut pas s'appliquer aux exemple, à un client, si on est dans un contexte de service à la clientèle. Là. Donc, si la violence à caractère sexuel découle d'un tiers, mais ne peut pas, là, cette présomption-là ne peut pas s'appliquer. On a, ce qui est intéressant ici, aucun délai. Donc, c'est vraiment les conditions d'application, c'est la présence d'une blessure qui résulte de la violence subie par, on va dire, l'employeur, là, entre parenthèses, son travail. Donc, évidemment, il en découle une augmentation du fardeau de preuve de l'employeur. Ça va avoir l'effet de faciliter la preuve du travailleur. L'employeur va quand même pouvoir démontrer que c'est dans le cadre strictement privé. Donc, c'est quelque chose de possible, mais ça augmente son fardeau. Deuxième présomption, une maladie d'un travailleur qui survient dans les 3 mois après que ce dernier a subi de la violence à caractère sexuel sur les lieux du travail est présumée une lésion professionnelle. Donc, sur 3 lignes, il y a quand même beaucoup de choses, ça va de rien. Donc, ici, on a une maladie. Donc, ça s'applique uniquement aux maladies. Donc, pour la jurisprudence, elle dit, dans le fond, une maladie, une blessure dans un contexte de réclamation pour lésion professionnelle. Il y a une distinction. On va dire qu'une blessure, c'est quelque chose qui est immédiat, qui est, on va dire souvent, un traumatisme en opposition à un diagnostic de blessure, qui est quelque chose qui va se développer plus sur une période de temps. Parce qu'une maladie peut être un diagnostic qui se développe là, à la suite d'un seul événement unique. Souvent, la jurisprudence, là, on va faire chaque diagnostic, on fait des petites recherches pour savoir est-ce que ce diagnostic-là est considéré comme étant un diagnostic de maladie ou un diagnostic de blessure. On s'en remet souvent à la jurisprudence. Mais ici, cette présomption-là s'applique uniquement aux maladies. Nous avons un délai de 3 mois, donc la maladie doit survenir dans les 3 mois de la survenance d'un événement de violence à caractère sexuel sur les lieux du travail. Le terme sur les lieux du travail n'est pas défini par la LATMP. Il est par la LSST, puis je trouvais ça intéressant là, de vous partager un peu mon analyse, puis on va voir qu'est-ce que la jurisprudence, comment il va l'analyser. Et si on regarde à la LSST, on définit lieu de travail comme étant un endroit où, par le fait ou à l'occasion de son travail, une personne doit être présentée, y compris un établissement ou un chantier de construction. On sait que c'est interprété d'une manière large, lieu de travail, par la jurisprudence. Au niveau du terme, là, je fais un autre parallèle, puis je vous explique où est-ce que je m'en vais par la suite. Le terme accident du travail, au niveau de la LATMP, la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, est défini comme étant un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail. On vient ici, on a les mêmes termes et les termes par le fait à l'occasion de son travail dans le cadre de l'application du terme accident du travail au niveau
a été interprété là, de maintes reprises par le tribunal administratif du travail. Il est, en gros, là, ce qu'on recherche ici, c'est une connexité avec le travail. Donc, je trouvais intéressant de faire un petit parallèle entre les deux définitions, de savoir vers où on va s'en aller. Est-ce que on va se rattacher à la définition de lieu de travail qui est à la LSST? Comment ça va être interprété? Dans tous les cas, c'est des définitions qui sont interprétées de manière large. La jurisprudence la connexité au travail, pour elle, de son côté, est interprétée de manière très large. C'est très important dans cette situation-là d'élaborer là, et de raffiner vos règles qui encadrent des activités qu'on va dire sociales. Parce que organisées par l'employeur, telles que les parties de bureau, les 5 à 7, les événements corporatifs, parce que ceux-ci vont probablement, dans certaines circonstances, c'est sûr que c'est toujours une analyse qui est faite selon les faits du dossier, être considéré comme connexe au travail. Et là, on pourrait considérer que le travailleur, à ce moment-là, ou la travailleuse, était sur les lieux du travail. Donc, et en revenir à l'application et faire appliquer la présomption. Donc, ça va être super important de raffiner. On a discuté tout à l'heure que c'est rendu de toute manière une exigence prévue par la politique, prévue par la loi sur les normes du travail. Là. Donc, c'est super intéressant ça aurait été bien agréable que ça soit tous dans la même loi, mais c'est intéressant qu'au moins, on sait que c'est une obligation et à certains moments, on vous le rappelle là, dans la loi que, exemple, si on voit dans la loi sur la loi sur la santé et la sécurité du travail, il y a textuellement le renvoi à la loi sur les normes du travail. Donc, on a ce petit rappel. Évidemment, va en découler là, de cette modification-là, de l'introduction de cette présomption-là, une augmentation du fardeau de preuve de l'employeur qui va devoir de son côté faire renverser la présomption. J'aimerais préciser, avant d'arriver à la prochaine modification, que même si on n'est pas dans des circonstances où les présomptions peuvent s'appliquer, on peut quand même, la travailleuse ou le travailleur peut quand même faire la démonstration qu'il est victime là, d'un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi sur les accidents du travail, des maladies professionnelles, ou encore d'une maladie professionnelle au sens de l'article 30. Donc, regardant le temps qui passe, là, je regarderai pas, là, décortiquerai pas ces articles. Passons à la prochaine modification, qui est une belle petite surprise qu'on a trouvée dans cette loi-là. Donc, la loi que l'on discute aujourd'hui est venue modifier les mesures de protection de la confidentialité du dossier médical détenu par la CSST. En gros, on modifie de manière très subtile les modalités d'accès de l'employeur au dossier médical détenu par la CNESST. Et super important, ce n'est pas des modifications qui sont applicables uniquement au dossier d'harcèlement psychologique et des dossiers découlant de violences à caractère sexuel. Là. Donc, on est vraiment dans une situation où que c'est tous les dossiers de réclamation de lésions professionnelles qui le droit d'accès de l'employeur a été modifié. Voyons comment il a été modifié, c'est assez subtil. Donc, je vous ai mis là l'article 38. Il y a plusieurs dispositions qui ont été modifiées, là, mais les deux principales, ça va être 38-39 qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, on voit ici, l'employeur a le droit d'accès au dossier que la commission possède. Dans les deux côtés, l'article amendé demeure le même. Paragraphe qui débute par cependant. Je pense que c'est le troisième alinéa. Donc, on modifie un petit peu. Donc, on indique cependant, avant c'est indiqué, seul le professionnel de la santé désigné par l'employeur a le droit d'accès sans frais au dossier médical pour finalement indiquer cependant l'employeur n'a pas le droit d'accès au dossier médical et au dossier de réadaptation physique que la commission possède. Seul professionnel de la santé désigné par l'employeur a le droit d'accès. Prochaine diapo, positive. Donc, nous avons l'article 39. On indique là au niveau de
ce que le professionnel de la santé fait. Donc, avant, au niveau de l'article 39, on prévoyait le professionnel de la santé fait rapport à l'employeur qui l'a désigné au sujet du dossier médical qu'un travailleur auquel la commission lui donne accès. Il peut, à cette occasion, faire à cet employeur un résumé du dossier et lui donner un avis pour lui permettre d'exercer ses droits. Ça a été modifié pour indiquer que le professionnel de la santé, il ne peut, à cette occasion, communiquer à cet employeur que les informations nécessaires pour lui faire un résumé du dossier et lui donner un avis pour lui permettre d'exercer ses droits. Donc, c'est sûr que quand on regarde les modifications, ça ne semble pas vraiment changer l'état du droit. Mais en pratique, c'était complètement différent. Donc, c'est vrai que selon les dispositions législatives, l'employeur, en gros, avait le droit d'accès au dossier médical, mais devait passer par un médecin, son médecin désigné. Le médecin désigné pouvait lui faire un résumé. C'était déjà, en gros, c'est le cadre législatif en vigueur. Maintenant, c'est un peu toujours la même situation qu'on se retrouve au lieu de venir dire que c'est par son médecin qui doit passer. On vient préciser qu'il n'a pas le droit au dossier et qu'il peut obtenir un résumé. Mais en pratique, les gestionnaires de dossiers CSST, tout ce qu'ils faisaient, c'est demander une copie de dossier à la CNSST, dossier administratif transmis au gestionnaire de dossier ou à l'employeur, ou copie du dossier médical transmis au médecin désigné. Et le médecin désigné, il faisait qu'un transfert, c'était littéralement une boîte postale, il transférait le dossier. Là, on se retrouve dans une situation où que c'est assez explicite que ce n'est plus autorisé, on ne peut plus le faire et on instaure en fait là, des dispositions là, punitives, là, donc des infractions statutaires en vue de faire empêcher cette situation. Donc, un employeur qui va tenter d'obtenir un dossier médical, le dossier médical, donc détenu par la CSST, sans passer par le résumé du médecin désigné, mais il va être passible d'amende. Donc, pour une personne physique, c'est de 1 000 à 5 000, personne morale, 2 à 10 000 $. De l'autre côté, le professionnel de la santé qui, lui, de son côté, divulgue l'information alors qu'il ne devrait pas la divulguer, est aussi passible de sanctions, donc d'une infraction en découlant d'une infraction pénale, découlant de la loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, on peut très bien s'imaginer que les médecins ils ont déjà débuté à le faire, vont être très réticents à faire qu'un transfert du dossier médical. Ça a plusieurs implications là, dans ce dossier-là, au niveau de l'accès des employeurs, parce que ce qu'on a vu un petit peu plus tôt, le médecin doit, à son niveau, transférer l'information que l'information nécessaire pour l'exercice des droits de l'employeur. Mais le médecin n'a pas une visibilité, la même connaissance du dossier que l'employeur. Donc, le premier élément, c'est l'employeur, mais ça va être beaucoup plus difficile d'exercer ses droits parce qu'il doit s'en remettre à l'interprétation que son médecin en fait du dossier. Donc, il ne saura pas nécessairement quelle information demander, puis le médecin ne sait pas nécessairement quelle information fournir. D'un autre côté, nos médecins, mais ils font pas ça gratuitement. Donc, les employeurs, il va y avoir quand même une augmentation des coûts. Il va falloir que les médecins passent du temps. On sait qu'un dossier CNSST, ça peut devenir assez volumineux. Là. Donc, ça va être à suivre à quoi ça va ressembler dans les prochains mois. Ces dispositions-là vont entrer en vigueur en septembre prochain, le 27 septembre prochain également. Il y a plusieurs possibilités qui pourraient s'offrir aux employeurs, là, donc de peut-être se retourner directement
directement vers le travailleur et d'obtenir une autorisation d'accès à la source. Parce que là, les dispositions, ce que ça dit, c'est que les employeurs n'ont pas le droit d'accès au dossier médical détenu par la CNSST, mais si l'employeur obtient une autorisation d'accès du travailleur à son dossier médical et que l'employeur obtient le dossier médical du médecin traitant, mais là, à ce moment-là, c'est une possibilité. Donc, considérant que le travailleur l'autorise, c'est pas tous les travailleurs qui l'autorisent. L'autre possibilité, mais c'est à ce moment-là, ça va être de contester. Donc, s'il s'agit d'un dossier on n'est vraiment pas certain de la suite des choses, mais ça peut être une idée de, malheureusement, là, de contester en vue de protéger vos droits. Et à ce moment-là, en considérant que vous avez le droit à une défense préliminaire, vous allez avoir le droit au dossier médical également. Toutefois, ça va avoir pour répercussion là, d'alourdir le système, il va y avoir probablement une augmentation des contestations là, en vue les employeurs pour avoir une visibilité sur leur dossier. Donc, c'est ce qu'il y en est ici au niveau des modalités d'accès. Autre modification qui va toujours être en vigueur le 27 septembre prochain, c'est une prolongation du délai de réclamation. Donc, le délai de réclamation pour les liaisons professionnelles résultant de la violence à caractère sexuel est maintenant prolongé à 2 ans au lieu de 6 mois. Je vais faire vite, je vois qu'il reste 5 minutes uniquement. Donc, ici, on a 2 objectifs. Là, donc, on vient ramener le délai de 2 ans un peu au même délai qui était prévu à la loi sur les normes. Il faut comprendre que la loi sur les normes du travail, pour déposer une plainte d'harcèlement psychologique, c'est 2 ans. Alors que d'un même événement, qu'on va dire d'harcèlement psychologique qui peut être à caractère sexuel, on peut à ce moment-là aussi là, subir une liaison professionnelle. Le travailleur avait finalement 6 mois pour faire cette réclamation prélative. Donc, on ramène à 2 ans. Puis ce qui est également ressorti, c'est que la majorité là, des réclamations pour qui résultant là, de violences à caractère sexuel étaient, là, en fait, il y a plusieurs qui étaient refusés. C'était en raison du non-respect du délai là, de 6 mois. Là. Donc, il a été constaté là, après analyse là, des réclamations que c'était pas adéquat là, pour ce type de réclamation. Dernière modification. Donc, on vient apporter, là, comme on l'a vu aujourd'hui, il y a eu plusieurs modifications qui ont été apportées en vue d'alléger le fardeau de preuve des travailleurs au niveau de faciliter l'admissibilité des réclamations découlant de violences à caractère sexuel. On connaît le concept d'imputation générale. Donc, la règle générale d'imputation est que les coûts des prestations sont résultant d'une lésion professionnelle sont imputés à l'employeur en question. Si c'est une maladie, là, il peut y avoir plusieurs employeurs qui sont imputés. Ici, pour un peu contrer là, cette situation-là, ou qui ont facilité le fardeau de preuve, facilité l'admissibilité et un peu, on va dire, limiter l'implication des employeurs, là, donc les dissuader à tout contester, on vient imputer ces réclamations-là à l'ensemble l'ensemble des unités, donc à toutes les unités. Il faut quand même comprendre là, que au niveau là, du financement du régime, lorsque des frais sont imputés à toutes les unités de classification, ils ne disparaissent pas. Là, le régime d'indemnisation des lésions professionnelles, c'est un régime qui est financé, autofinancé. Là, donc, il faut qu'il y ait, on paye des lésions professionnelles, il faut qu'à quelque part, il y ait de l'argent qui rentre. Donc, au final, s'il y a beaucoup de réclamations qui découlent de la violence à caractère sexuel, mais ça va avoir pour effet d'augmenter toutes les cotisations. Donc, toutes les cotisations de toutes les unités. Donc, mais le lien est moins direct pour les employeurs. Oui, c'est ça, exact. Donc, peut-être qu'au niveau de résumé des obligations et des risques, au niveau du résumé des obligations, je crois pas que vous avez nécessairement besoin qu'on revienne en grand détail là, sur ce qu'on vient juste de parler. Au niveau peut-être plus, on peut peut-être concentrer sur les risques, ça va, je sais pas si tu voulais
dans le fond, ben, c'est sûr que c'est ça, tu sais, au niveau des risques, c'est sûr que ne pas se conformer à ces obligations-là, ça peut donner lieu à des plaintes pénales. Par exemple, bon, ouais, moi je pense au niveau aussi là, de tout ce qui est, par exemple, les plaintes de harcèlement, tu sais, le tribunal administratif du travail va venir regarder au niveau, par exemple, quand on dit, bon, l'employeur doit prendre les moyens, doit prévenir le harcèlement, ben, la prévention passe par que, est-ce qu'il y a les obligations en matière de loi sur la santé et sécurité, est-ce que sont remplies, est-ce que les obligations de la politique sont remplies aussi. L'autre chose que je voulais mentionner aussi que je trouvais intéressante, c'est ça, je pense que moi, c'est ce que j'en comprends. Là, il y a des infractions pénales dans la loi sur les normes du travail, mais c'est des montants qui sont très peu élevés. Là, je pense que c'est 1 200 $ le montant maximum pour une première infraction. Donc, c'est sûr que, par exemple, l'employeur, bon, sa politique n'était pas conforme, il y avait certains risques au niveau là, de la plainte, tu sais, que ça avait des conséquences au niveau de la plainte d'harcèlement, mais en dehors de cette plainte-là, les conséquences pratiques étaient assez limitées. Je pense que là, en venant incorporer la politique dans le programme de prévention, le plan d'action, ben, dans le fond, les sanctions de la LSST sont quand même plus importantes, là, donc je pense que c'est peut-être un petit incitatif additionnel aux employeurs. C'est la principale raison pourquoi je vois que d'une perspective réglementaire, l'employeur, le législateur veut faire ça. Pour compléter, là, en effet, là, au niveau des sanctions, là, les infractions là, statutaires au niveau de la loi sur la santé et la sécurité du travail, tout comme celles découlant de la loi sur les normes du travail, peuvent sembler aussi petites, là, très minimes, là, mais peuvent avoir des répercussions qui sont beaucoup plus grandes là, qu'on ne peut pas nommer. Là, je ne peux pas faire l'inventaire complet, là, mais ça peut avoir un impact beaucoup plus grand sur l'exploitation d'une entreprise. Là. La CCC elle a des grands pouvoirs. Là, elle peut ordonner l'arrêt des travaux au niveau des travaux de construction. Elle peut ordonner la fermeture d'une usine. Ça peut avoir plusieurs formes, mais au-delà de ça, il y a certaines lois, là, à titre d'exemple, la régie du bâtiment là, qui va prendre en considération lorsqu'elle délivre ou elle peut ordonner la suspension de certaines licences là, lorsqu'il y a trop d'infractions là, qui découlent là, de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Donc, ça reste quand même très important là, de faire un suivi approprié là, au niveau avoir une infraction, c'est correct. C'est correct d'avoir une infraction, mais c'est de faire un suivi et s'assurer que la session dérogatoire elle est modifiée. Mm-hmm. Au niveau des recommandations, là, ben moi, ma recommandation, là, c'est ça, je suis plus en matière la politique et tout, parce que je pense que c'est un changement qui est quand même très important, qui s'en vient, puis même chose aussi au niveau du plan d'action puis du programme de prévention, mais on vous invite à faire réviser vos documents par des experts en la matière dès maintenant, là, pour être prêt pour la fin septembre, puis pour au niveau du programme de prévention, 1er octobre, que tu m'as dit, c'est ça, 2025, là, on a un petit peu plus de temps, mais ça va quand même venir vite. Puis aussi, bon, c'est ça, tu sais, aussi, c'est important, une fois qu'on a les beaux documents qui sont faits et tout, ben, tu sais, au niveau de la diffusion des risques auprès des employés actuels et futurs, ça serait d'avoir des bons processus à ce niveau-là. Obtenir, par exemple, une accusée de réception des employés, avoir un système systématique comme quoi les employés ont révisé ces documents-là, en sont conscients, tant au début de l'emploi que, par exemple, de manière périodique par la suite. Puis, offrir des formations là, aux employés qui tiennent compte là, des changements qui ont été apportés par la loi dont on vient de discuter aujourd'hui. Puis aussi, une formation spécifique aux gestionnaires qui sont responsables, dans le fond, de l'application des obligations par l'employeur. Ça, ce serait nos recommandations là, pour assurer la conformité de tout ça. Ça tombe bien, Stéphanie me dit qu'on a eu quelques questions pendant la présentation, mais que ces questions-là, dans le fond, ont été répondues au fur et à mesure. Donc, on avait bien anticipé les questions qui allaient nous être posées. Bonne nouvelle. Donc, ça va mettre fin à notre présentation pour aujourd'hui. Là, à titre de conclusion, ce qu'on peut vous mentionner, c'est ça, c'est que comme vous pouvez le voir, ben, la loi apporte plusieurs changements législatifs.
Les modifications, nous, les changements, le but qu'on voit à ces modifications-là, c'est d'assurer une meilleure prise en charge à la source des situations de harcèlement et de violence au travail. C'est d'assurer une plus grande harmonisation de la législation existante en matière de SST versus LNT, la loi de normes du travail, et aussi à faciliter le recours des victimes avec la prolongation de délai, la création de présomption, ce genre de choses-là. Puis, ben, je pense que la leçon que vous avez à retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une nécessité pour les employeurs de revoir vos politiques, mais aussi vos pratiques afin de s'assurer de se conformer aux nouvelles exigences. À ce sujet, on est évidemment très disponible pour vous aider. Là, je crois que c'est ça, c'est quelque chose qu'on a tous à cœur de s'assurer d'avoir des milieux de travail qui sont plus simples. Donc, nous, ça va nous faire plaisir de nous fournir de vous fournir notre expertise à ce sujet-là. Puis, ben, on vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là, à communiquer avec un ou l'autre des membres de notre équipe de droit du travail. Puis, ben, vous allez recevoir, là, comme on le mentionnait, dans les prochains jours / probablement semaines, là, un résumé des ben, dans le fond, l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui ainsi que les diapositives. Je mentionne qu'on donne la même formation la semaine prochaine, le 5 juin, donc mercredi aussi, même heure, midi, mais en version anglaise. Si jamais vous avez des collègues qui n'ont pas pu assister ou si jamais vous voulez revenir, vous êtes aussi les bienvenus. Non, mais je pense que une fois c'était suffisant, mais si jamais vous avez des collègues qui n'ont pas pu venir puis que plutôt que d'écouter un enregistrement, ils préféraient entendre une version live, l'option en anglais est disponible. Donc, ben, merci beaucoup une dernière fois, puis on vous souhaite un très bon après-midi. Au revoir.